Bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale, il s'agit d'un top 10 des meilleurs effets spéciaux des films sortis en France en 2017. Avant de commencer, il se trouve que le 1er janvier, j'ai dépassé les 1000 abonnés. Ça me fait super plaisir, donc merci beaucoup, merci de me suivre, merci pour les commentaires aussi, et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont. Ça faisait quelques mois déjà que j'avais envie de faire ce top, puisque ça permet non seulement d'être un complément aux sorties FX mensuelles, de faire en quelque sorte un bilan de l'année, et ça me permet aussi de m'exprimer sur la manière dont je vois les effets spéciaux. J'ai beau travailler dans les VFX, il se trouve que je suis avant tout passionné par le cinéma avant de l'être pour les effets. Du coup, je trouvais ça intéressant sur cette vidéo d'apporter un regard beaucoup plus porté sur la justesse d'un effet, sa pertinence plutôt que sa qualité. Je suis intimement convaincu que les meilleurs effets spéciaux sont ceux qui expriment le mieux une histoire. Du coup, pour préparer cette vidéo, j'ai regardé la liste de tous les films sortis en 2017 et j'ai recensé tous ceux présentant un minimum de VFX avec un minimum de complexité. J'en ai relevé 45 films, dont 5 films français, Sol de David Moreau, Red Dingue de Danny Boone, Valérian et la Cité des Mille Planètes de Luc Besson, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel et Santa et compagnie d'Alain Chabat. La sélection des 10 films a été assez rapide, puisqu'au final il y en a beaucoup qui se détachent de la masse. Du coup, le classement était le plus dur, et pour le faire, j'ai porté mon jugement sur 3 critères, la qualité, la pertinence et l'originalité. Comme je l'ai dit, la pertinence est le critère le plus important à mes yeux, donc c'est principalement autour de celui-ci que s'articule ce classement. Après, il y a bien un ou deux films où la qualité et l'originalité prennent le dessus, mais globalement c'est surtout la pertinence qui l'emporte. Bien évidemment, je ne détiens pas la vérité absolue, ce classement est purement subjectif, mais en tout cas j'espère qu'il vous intéressera. C'est parti pour le top 10 2017. Dunkerque, réalisé par Christopher Nolan. Je tenais vraiment à mettre Dunkerque dans ce top car il propose une vraie alternative, autant comme blockbuster qu'au niveau des effets spéciaux. Comme toujours chez Nolan, beaucoup de décors grandeur nature et de maquettes, que ce soit pour les avions ou encore les bateaux. L'image de synthèse intervient principalement pour rajouter des stock shots de fumée lors des explosions, mais aussi insérer une foule virtuelle pour certains plans aériens. Certaines façades de bâtiments modernes de la ville sont camouflées, mais malheureusement pas toujours. Ce qui a valu à Nolan des reproches dans sa volonté parfois excessive de vouloir tout faire en vrai et de minimiser l'image de synthèse. Franchement, c'est vrai qu'il aurait pu se servir de la 3D pour masquer les bâtiments modernes de la ville. Ça n'aurait rien enlevé au réalisme de l'œuvre. J'ai beau être un grand fan du réalisateur, je reconnais que sa vision artistique peut s'avérer parfois très extrême. Mais quand on y réfléchit 2 minutes, on réalise que Nolan a beau être excessif dans ce sens, la majorité des autres réalisateurs de blockbusters le sont tout autant, mais dans l'autre sens, où le virtuel prédomine de manière souvent irréfléchie. Je pense que l'on a besoin de Nolan pour nous rappeler que le cinéma consiste avant tout à filmer de vraies choses devant une vraie caméra. Devant cette avalanche de numérique sur grand écran, on peut dire que d'une certaine manière, Christopher Nolan amène l'équilibre dans la force des effets spéciaux. Kong Skull Island, réalisé par Jordan Vogt Roberts. Ce film est une véritable démonstration technique, ce qui m'a plutôt amusé en fait. Le travail sur Kong est très impressionnant, que ce soit pour la peau ou sa fourrure. La bataille finale est assez jouissive, d'autant que voir Kong dans un combat avec une créature reste toujours un vrai moment de cinéma. La photographie influence énormément dans la qualité visuelle du film. Cet hommage assumé à Apocalypse Now permet non seulement d'améliorer les effets, car il bénéficie de cette qualité esthétique, mais aussi d'installer une ambiance visuelle stylisée très belle et agréable à regarder. Ça, réalisé par Andrés Muschietti. Je n'avais ni lu le livre, ni vu le téléfilm. Du coup, j'ai été assez surpris par le côté surréaliste du film. Et il se trouve que les effets visuels servent plutôt bien l'aspect fantastique de l'histoire. Les différentes hallucinations des enfants représentant chacune leur peur, dans des personnifications aussi bien abstraites que concrètes. Le travail sur le clown est intéressant, avec sa mâchoire qui s'agrandit, ou encore ses contorsions et étirements. Ces différents traitements dans la séquence finale s'avèrent originaux et efficaces, tout comme l'environnement de son antre. Au final, les effets fonctionnent bien et servent parfaitement le propos du film. Ghost in the Shell, réalisé par Rupert Sanders. La science-fiction permet de traiter mécaniquement le corps humain, avec des imageries telles que les corps qui se construisent, déconstruisent ou encore la peau qui se détache. Ce sont des visuels toujours sympas et en général en lien avec les thématiques des films. Les souvenirs de la geisha montrent des effets de particules plutôt cool. Globalement, sans être non plus ultra originaux, les VFX du film sont assez riches, principalement dans le mécanique, et les FX tels que les hologrammes ou les différents effets de distorsion. Valérian et la Cité des Mille Planètes, réalisé par Luc Besson. Là où Les Gardiens de la Galaxie 2, présentant au demeurant un excellent travail, s'avère être un véritable porno pour VFX, Valérian l'est également, mais avec une direction artistique un peu moins en bouillie visuelle.
On y trouve d'ailleurs du bon et du moins bon, avec par exemple la station Alpha qui est de loin l'environnement le plus impressionnant. En revanche, la planète Mule a, je trouve, un côté beaucoup trop lisse et plat, et manque de vie. Weta Digital s'est occupé de quasiment toutes les créatures, et je ne peux m'empêcher de penser que Valérian est surtout pour eux un entraînement avant le grand marathon des suites d'Avatar. Un petit tour de stade avant d'en chier pendant 7 ans. En fait, globalement, j'ai été plutôt frustré par les effets de ce film, dans l'incapacité de Luc Besson à les connecter à des éléments dramatiques. Beaucoup de séquences ou environnements extrêmement riches et complexes sont expédiés en quelques minutes pour le simple plaisir des yeux. Étant donné que le film manque déjà cruellement d'enjeux, passer plus de temps sur Alpha pour connaître et comprendre un peu mieux la population aurait permis d'augmenter drastiquement les enjeux émotionnels. Comme le film évite de toute tension dramatique, les VFX sont très spectaculaires mais n'ont souvent aucun impact, et sont balancés sans dosage. Il reste malgré tout des scènes très impressionnantes qui, à défaut d'être vraiment originales, sont très rafraîchissantes. Quelques minutes après minuit, réalisé par Juan Antonio Bayona. Un joli film, un peu trop mélo mais plutôt sympa. Le design du monstre fonctionne très bien. Liam Neeson y prête sa voix et le joue également en motion capture, qui n'a servi que comme référence, la créature étant entièrement animée par des animateurs. La mise en scène joue beaucoup sur le gigantisme du monstre, en étant soit à sa hauteur, soit à celle de l'enfant, une chose qui marche toujours très bien au niveau des VFX. Sur le tournage, il y avait une marionnette géante de la tête du monstre, servant pour les références d'éclairage du modèle 3D, mais surtout pour que le jeune acteur ait son partenaire de jeu en face de lui. En fin de compte, la créature est full 3D sur tout le film, mais pour le tournage, l'idée est très intéressante et surtout très intelligente. Également, ce qui distingue le film, ce sont les petites histoires que raconte le monstre à l'enfant. Il s'agit d'animations mélangeant de la 2D et de la 3D, faites par le studio Glassworks. Par exemple, pour créer les différents effets de particules, de fumée ou de transition, ce sont en réalité des colorants appliqués sur une feuille blanche, puis superposés à l'image. Cela donne un film visuellement original et diversifié, avec des VFX complexes mais servant pleinement l'histoire. Star Wars 8, Les Derniers Jedi, réalisé par Rian Johnson. Attention spoiler, si vous ne l'avez pas vu, passez à la 3ème place en suivant le timecode plus bas dans la description. Les points VFX les plus marquants sont la collision entre le vaisseau rebelle et du Premier Ordre, le personnage de Snoke, ainsi que la planète de sel. Concernant Snoke, le travail sur la peau fonctionne très bien. Comme toujours, l'animation fait parfois défaut avec les personnages humanoïdes. Personnellement, j'aurais trouvé ça plus intéressant de filmer un vrai acteur portant une prothèse sur le visage, tout en rajoutant des morceaux de peau en 3D. Dans tous les cas, il faut un modèle numérique de son visage. Mais au moins, on aurait une performance beaucoup plus réaliste et inquiétante, tout en conservant ses spécificités anatomiques extraterrestres en 3D. J'ai trouvé la marionnette de Yoda assez déroutante, puisqu'on ne s'attend pas du tout à une marionnette dans ce film, mais l'initiative est louable. Pour les Vultex et les Porgs, des animatroniques étaient conçus mais ne sont restés qu'au stade de la référence lumière sur le tournage pour les versions numériques, car aucun de ces animatroniques n'apparaît dans le film, ce qui est plutôt dommage. Mais bon, encore une fois, l'intention est louable. La planète de sel est probablement le point le plus positif, tant le contraste entre le blanc et le rouge offre des visuels vraiment cool. Le gros point négatif concerne les espèces d'animaux de course sur la planète de Casino. Étant donné que toutes les scènes se déroulant sur cette planète ne servent strictement à rien dans l'histoire, j'imagine que ces créatures n'étaient pas la priorité d'ILM. En fin de compte, bien que l'utilisation d'animatroniques et de costumes relève plus du marketing et d'une volonté de se distancer de la prélogie, le mélange des technologies est toujours présent, offrant une certaine diversité avec des effets toujours bien mis en valeur. Et après tout, Star Wars reste Star Wars. Logan, réalisé par James Mangold. J'ai beaucoup aimé le film. Ce qui est amusant, c'est que les effets sont extrêmement complexes, mais s'intègrent parfaitement dans l'histoire. Le plus gros du travail, et la principale raison pour laquelle Logan est en 3ème place, ce sont les doubles numériques des deux acteurs principaux. Ils sont tous les deux scannés et offrent un rendu de peau quasi parfait, avec également un énorme travail sur les yeux. Ces doubles sont principalement utilisés en plan large ou bien en plan rapproché avec beaucoup de mouvements. Certains plans montrent les personnages avec toute la partie haute du corps en full 3D. Le film est extrêmement gore, les giclées de sang sont donc numériques la plupart du temps. Et dès qu'il y a interaction entre les griffes de Wolverine et un membre corporel d'un adversaire, le membre est également numérique. Et ça fonctionne super bien. Niveau FX, on voit les pouvoirs de certains enfants avec la jeune fille maîtrisant la glace, ou encore celui qui utilise la nature avec les plantes et les herbes pour se défendre. Mon coup de cœur sur ce film vient dans un premier temps sur le travail monumental d'humains photoréalistes effectué par le studio Image Engine. La mise en scène très naturaliste et nerveuse fait fondre les VFX dans l'histoire, pour un résultat absolument pas tape à l'œil. Les effets ne sont pas forcément super originaux en soi, mais comme le film est très original dans son traitement du super-héros, les effets visuels en tirent le bénéfice. C'est rare de voir un blockbuster aussi dramatique, sombre et naturaliste,
avec 1700 plans VFX aussi complexes et invisibles pour la plupart. Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve. Il aurait pu être numéro 1, si le numéro 1 n'avait pas existé. Je mentionne tout de suite la photographie exceptionnelle de Roger Deakins, qui ne fait que sublimer les 1190 plans d'effets numériques. Les 3 éléments les plus importants sont les environnements, avec notamment la ville futuriste de Los Angeles, les différentes sortes d'hologrammes, et la reconstitution du personnage de Rachel en 3D. Comme pour Logan, le travail de MPC sur Rachel est vraiment impressionnant. Mais plus impressionnant encore, pour s'assurer de l'efficacité de l'initiative, ils ont intégré la Rachel virtuelle dans les plans du Blade Runner original. Et le résultat est plutôt dingue. Malheureusement, Rachel ne manque pas à l'éternel problème des humains virtuels, qui est l'animation du visage. Mais si on part du principe que la quasi-totalité des spectateurs ont cru voir une vraie actrice, on peut se permettre de dire que ça fonctionne déjà très bien. En plus, elle est présentée dans un contexte très efficace. Son apparition est courte, elle a très peu de dialogue, et l'éclairage la met très bien en valeur. Les environnements sont un mélange d'images de synthèse et de miniatures faites par Weta Workshop. Certains me diront, pourquoi utiliser une miniature alors qu'en 3D, le résultat serait équivalent ? Effectivement, en 3D, le résultat serait équivalent. La différence est qu'avec une maquette, le film justifie la nature même de ce que sont les effets spéciaux, c'est-à-dire un mélange de techniques, d'outils, de trucs et astuces venant de tous les horizons pour servir une œuvre. Avec des maquettes, Blade Runner 2049 entrera dans les livres d'histoire du cinéma et des effets spéciaux. Le dernier élément qui place ce film en deuxième position concerne la scène du plan A3, avec l'hologramme de Joy. L'effet est à la fois visuellement très simple et original, mais pourtant techniquement très complexe. Il est amusant de noter que la plupart des gens ont beaucoup aimé cette scène, ou en tout cas n'y ont pas été indifférents. Et on se rend compte que l'apparente simplicité d'un effet peut facilement interpeller les gens, les toucher ou encore les surprendre, simplement lorsqu'il est porté par un langage cinématographique à travers le scénario et ses thématiques, ainsi que le montage et la mise en scène. Les effets spéciaux de Blade Runner 2049, à la fois complexes, originaux, modernes et old school, sont pour moi un modèle de justesse et de pertinence. La planète des singes Supremacy, réalisée par Matt Reeves. Si nous regardons, écoutons ou lisons des histoires, ce sont pour les personnages. Ils sont la raison d'être d'un récit. N'importe quelle histoire a pour mission de parler de la nature humaine à travers des personnages, qu'ils soient humains ou non. Mon point de vue est que lorsque l'on connecte les effets spéciaux aux personnages, on touche à ce qui fait le cœur du récit. Les effets n'en deviennent que plus puissants. Le rendu des singes était déjà exceptionnel sur le précédent film, mais l'est encore plus sur celui-ci. Énorme travail au niveau de l'animation. Je vous invite d'ailleurs à regarder une vidéo du SIGGRAPH où un superviseur tient une conférence d'une demi-heure pour expliquer tout leur travail sur les poils, la performance capture et l'animation. D'ailleurs, malgré la performance capture, le superviseur assume sans détour que les visages des singes ont été animés quasiment entièrement en keyframe, donc par des animateurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que les acteurs et les animateurs sont complémentaires, car ce qu'il reste au final, c'est la performance du personnage. Même si l'animateur intervient principalement pour traduire les expressions humaines en singe et réajuster les timings de la performance, seul un acteur est capable de fournir une prestation aussi subtile et surtout personnelle d'un personnage. Nous avons surtout une personnalité complexe en face de nous. À part les singes, on note l'immense avalanche, rendue encore plus spectaculaire par un magnifique travelling suivant César se réfugier dans la forêt. La mise en scène, comme pour Logan, se veut très naturaliste, avec en plus un vrai sens du grandiose et de l'épique. Matt Reeves, le réalisateur, a déclaré avoir regardé à nouveau beaucoup de grands classiques du cinéma, tels que les 10 Commandements, Ben-Hur, Le Pont de la rivière Kwai, Laurence d'Arabie ou encore La Grande Évasion. Ça se ressent et ça fait du bien de voir un réalisateur comprendre les codes de l'épique et être capable de les retranscrire dans des plans souvent simples, à l'ancienne, mais extrêmement riches et efficaces. La grande force de Weta ces 15 dernières années est de s'être spécialisé dans les personnages. Je m'en suis encore plus rendu compte au moment où j'ai préparé mon sortie FX du mois de juillet sur Valérian. Dans une interview de Luc Besson, il disait avoir confié les VFX de son film en fonction de ce que les studios savaient faire de mieux. Rodeo FX s'est occupé de tout ce qui touche à la mécanique, c'est-à-dire les vaisseaux et les scènes spatiales. ILM s'est chargé de toute la séquence du Big Market, tandis que Weta a travaillé sur toutes les créatures. Traduction, on donne à Weta tout ce qui est lié à l'émotion. Ils ont réussi à se créer une identité et à cultiver un savoir-faire en matière de performance capture, de personnages et de créatures, qui sont en fin de compte les composantes essentielles d'une histoire. Les effets visuels de la planète des singes, comme pour Avatar, se fondent dans la narration à un tel point que l'on ne s'en rend même plus compte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les effets spéciaux qui vous ont marqué en 2017.
Normalement cette année il devrait y avoir 2 épisodes de la boîte à FX, un cet été et un à Noël, un épisode de Chronique FX qui devrait arriver vers avril à peu près, et puis bien évidemment les sorties FX mensuelles. Merci encore de me suivre et je vous dis à très bientôt.